Et cette question très importante, quel temps faisait-il à Azincourt le 25 octobre 1415? Car c'est très important, il y avait un temps particulier dans cette bataille d'Azincourt. Alors d'abord, replacez-nous un petit peu qui est en face de qui. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, on va regarder une carte pour se situer déjà géographiquement, puisqu'Azincourt se trouve dans le Pas-de-Calais. Vous voyez, tout au nord de la France. Bah oui, on n'est pas très loin de Calais, justement, ça fait l'actualité aujourd'hui. Et on n'est pas très loin du tout de l'Angleterre. Voilà, les deux combattants sont là, de part et d'autre de la Manche. Le roi d'Angleterre, Henri V, et le roi de France, Charles VI, surnommé le Fol, c'est-à-dire que c'est un homme qui a perdu un peu la raison pour plusieurs motifs à la fin du XIVe siècle et qui n'est pas bien du tout. Alors ça, c'est Henri V que l'on vient de voir, le roi d'Angleterre, qui lui réclame le trône de France. On est en pleine guerre de 100 ans et il faut dire que là, les Anglais vont débarquer puisqu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Il y a une ambassade qui a été envoyée par la France en Angleterre en disant, voilà, la fille de Charles VI peut être donnée en mariage, voilà, et puis avec une dot, et puis on peut s'arranger. Vous voyez, c'est encore les femmes qui sont mises en avant, mais pas par le bon côté des choses. Elle ne devait pas être très jolie parce que ça n'a pas fonctionné. Mais ça n'a rien à voir, c'est surtout parce que c'est une question bassement politique. Et évidemment, Henri V refuse, enfin l'accord ne se fait pas. Et Henri V traverse la Manche à bord de sa nef. Et puis, il a avec lui 17 000 soldats anglais qui vont en découdre avec la chevalerie française, puisque Charles VI a fait appel. Et c'est une des premières batailles où, effectivement, il y a une unité, si vous voulez. La France commence à apparaître telle qu'elle, c'est-à-dire comme un pays entier et pas fait, justement, de comtés, de duchés, de parcelles qui n'arrivent pas à s'unir derrière le roi de France. Là, le roi de France, qui n'est pas présent, parce qu'on a été échaudé quelques années auparavant par une défaite. Donc là, le roi de France n'est pas présent, mais les troupes sont là, 50 000 hommes face à 17 000 Anglais. Oh bah, c'est plié. Alors, ça paraît plié. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, il y a 601 ans, c'est-à-dire le 24 octobre, il faisait un temps dégoûtant, il pleuvait à verse, la boue s'est placée, c'est-à-dire la terre est devenue une vraie gadoue. Les chevaux, ce sont des chevaux lourds qui sont mis en avant par les chevaliers parce qu'ils ont une armure très lourde. Donc, il faut des chevaux costauds, des grands chevaux. C'est pour ça que quand on part en guerre, on monte sur ces grands chevaux. C'est l'origine de cette expression. Donc, on est avec des grands chevaux. Et là, on regarde des images. C'est une gadoue effroyable. Et du coup, on va s'embourber littéralement face aux Britanniques, aux Anglais. Et en plus, ils ont des archers tout à fait différents des nôtres. Nous aussi, nous avions des archers, évidemment. Mais des archers... Pour les Anglais, ce sont ce qu'on appelle des longbows. Ce sont des arcs extrêmement grands, de plus de 2 mètres de haut, qui tirent des flèches avec une distance bien supérieure à celle des Français. Donc, ils sont inatteignables, les archers britanniques et les archers anglais, par l'archerie française. Mais en revanche, les Français, eux, sont littéralement massacrés, que ce soit les archers et les seigneurs, parce qu'ils manquent de mobilité. Alors là, ce sont des reconstitutions, vous savez. Ça a été filmé, évidemment, pour le 600e anniversaire, qui était l'année dernière. On voit les hommes, vous voyez, vous avez vu ces chevaux lourds et c'est surtout, ce sont ces armures qui pèsent une... Dis donc, c'est quoi la masse d'armes qu'il vient l'achever après ce qui est terrible, c'est qu'il y a un moment, il y a un seigneur français qui a réussi à passer par les bois et essayer de contourner les Britanniques, les Anglais. Les Anglais, Henri V, voyant cela, donne ordre d'achever tous les prisonniers français, y compris les seigneurs, quel que soit leur grade ou leur position dans l'armée française. Et ça, ils vont être achevés les uns et les autres, les prisonniers d'abord, ce qui ne se faisait pas en temps de guerre. Enfin, il n'y avait pas de convention de Genève à l'époque. Non, vous avez raison, mais c'est pas une raison non plus. Et puis surtout, les soldats qui étaient sur le sol, il y a eu 7000 Français qui sont morts ce jour-là. Chevaliers. Et nombre d'entre eux ont été achevés sur le sol par des masses de plomb, des masses d'armes plombées d'un coup, comme ça, sur la tête pour achever les blessés. Et ça, c'était une volonté du roi d'Angleterre. Merci. Donc, on expliquera plus tard, d'ailleurs, d'où l'origine de cette insulte anglaise. C'était les 2 doigts des archers qu'on coupait quand ils étaient prisonniers, on coupait leurs doigts pour qu'ils ne puissent plus repartir dans leur troupe d'archers. Merci beaucoup, Frédéric. Nous allons continuer avec l'actualité en vidéo. Et Marie Mamgioglou, cette fois-ci, ne vous a pas proposé un thriller, non pas 2 thrillers, mais 3 thrillers. Vous avez vu l'accent ? Thriller. Et on va attaquer tout de suite avec L'Outsider de Baratier, qui raconte quoi ? Qui raconte plus ou moins l'histoire de l'affaire Kerviel. C'est 1 million d'euros. Imagine qu'on te demande d'en gagner 5 sur l'année.
Chaque trader a ses stratégies. Tout ce que tu vas gagner en plus. 30, 35, 40. Les meilleures réserves. T'es sûr de ton truc là? Non, c'est ça qui est bon. Concrètement là, tu les planques comment? Y a pas marqué Wall Street Institute, hein. Jérôme Kerviel est trader. Très vite, il prend du galon et parvient à faire gagner des millions à la Société Générale jusqu'à ses prises de risques inconsidérées. Et ça monte, les gars. Jules, t'es un sorcier. T'es Madame Irma. Christophe Baratier surprend en réalisant un film sur un fait divers financier, mais il a le mérite de le décrire avec un certain recul et de l'efficacité. L'Outsider doit beaucoup à ses deux acteurs principaux. Arthur Dupont est convaincant et François-Xavier de Maison est royal. Un récit passionnant. Comment t'as fait pour te foutre dans une merde pareille? Ils verront bien qu'on m'a laissé faire. Ouais, t'as une preuve? On m'a laissé faire. I see 20 or 30 girls come in here every day, mostly from small towns with big dreams. And they're all good. You're going to be great. Elle est jeune et belle, son rêve, devenir mannequin. Son ascension est fulgurante, elle suscite alors jalousie et convoitise. Look at Jessie. Signé Nicolas Winding Refn, le film captive de la première à la dernière seconde. I know what I look like. Women would kill to look like this. The Neon Demon est un film esthétique, c'est évidemment étrange et gore, et ça ne vous laissera pas indifférent. You know what my mother used to call me? Dangerous. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Allez, rentre. Salut. Ça va, toi? Ça va? C'est quoi ça? J'ai fait une chute à vélo. Michelle est une femme d'affaires redoutable. Sa vie bascule lorsqu'un homme masqué s'introduit chez elle et l'agresse. J'ai quelque chose à vous dire. Violet? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les flics? Paul Verhoeven revient et il est plutôt en forme. T'as pas été les voir? Il offre un rôle sur mesure à Isabelle Huppert. Il était accroupi dans les buissons en train d'observer votre maison. Et vous avez vu son visage? Non, il portait un masque ou une espèce de cagoule de ski. Tu la raccompagnes, hein? Non, c'est pas la peine. Elle est un film dur et dérangeant, c'est très noir, parfois drôle, un peu fou aussi. Suspense garanti. C'est pas la première fois qu'il se manifeste. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi. Ma chère Émilie Broussoulou, nous sommes déçus, voilà, déçus. On nous avait annoncé le classico de l'année, vous allez voir ce que vous allez voir. On n'a pas vu grand-chose. Hein. Oui, c'est clair, pour ce classico PSG-OM, c'est vrai qu'on s'attendait à autre chose que de la tristesse, un manque d'engagement, surtout pour la première de Rudy Garcia sur le banc marseillais en plus. Ah oui, donc on attendait... on nous l'a vendu comme le sauveur de l'OM. Exactement, et puis finalement, on est tombé sur un match soporifique, triste à mourir, fade. Voilà, je vous laisse choisir ce que vous voulez. Ouais. Allez, un petit peu de courage, on va quand même revoir quelques images, même s'il y a eu 0-0. Donc c'était un match triste, comme la pluie, qui est longtemps tombée sur le Parc des Princes. J'aimerais bien vous montrer les occasions marseillaises, mais il n'y en a eu aucune. Et en face, Paris a tenté des choses, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Sur les 17 tirs, aucun n'a fait trembler l'OM. Ah si, peut-être là, regardez, Blaise Matuidi sert plutôt bien Edinson Cavani, mais bon, il va falloir revoir un petit peu le pied gauche. 0-0, merci messieurs, on repassera ou pas. Et pendant ce temps, le leader niçois est toujours en tête du classement, suivi de Monaco. Paris est 3e, Marseille 11e. Avec les Verts aussi qui ont bien réussi. On avait aussi du rugby hier, avec un premier match de Coupe d'Europe cette saison pour le Racing 92, après le report de son match précédent. Et pour l'occasion, Dan Carter a été impérial. Regardez ça. Feinte de passe, deuxième feinte de passe, un raffut, un essai. Petite leçon de rugby de la part du Néo-Zélandais. Mais la fête n'a pas duré très longtemps pour le Racing 92, puisque Leicester a rapidement creusé l'écart à coup de pénalité et pire encore avec cet essai après une interception de Freddie Burns. L'écart devient alors trop grand et malgré l'essai de Juanimov en toute fin de match, eh bien le Racing 92 s'incline 27-17. On peut dire que c'est pas un très bon début pour les champions de France en titre.
L'autre match de Coupe d'Europe opposait hier le Stade Toulousain aux Anglais de Wasps. Alors je vous épargne la première période car elle a été d'un ennui absolu. 2 pénalités de chaque côté, 6 partout. Le premier essai de la rencontre est toulousain. Il est inscrit par le pilier Sensuns Johnston sur une frappe contrée ici. C'est rare, un essai d'un gros. Il fallait donc un premier essai pour emballer le match car la saison des Wasps arrive seulement 10 minutes plus tard. En bout de ligne, ici, Josh Bassett remonte le camp toulousain pour aplatir en coin à gauche. Les Anglais reviennent donc à 13 partout. Ça ne plaît évidemment pas au Stade Toulousain qui réagit quasi immédiatement avec un essai de Gaël Ficou. On se dit Voilà, alors... ça c'est un vrai, ça c'est Mais oui, vrai. mais on se dit alors que ça y est, c'est la victoire pour les Toulousains. Et en fait, non, les Anglais tenaient absolument à leur rendre la politesse. À 2 minutes de la fin du match, regardez, plaquage manqué à droite pour Pérez et Nathan Hughes en profite pour égaliser. On en restera là 20 partout entre les deux équipes. Donc pas de victoire française. En Encore rugby, en tout la cas. malédiction d'Azincourt, cette histoire, hein, vraiment les Anglais. Et alors, nous allons vous parler d'un sport dont on ne parle pas assez, c'est le tennis de table. On en profite d'ailleurs pour saluer le club du Canet. On sait qu'ils sont en train de s'entraîner très très fort en ce moment. Et vous allez nous parler de tennis de table avec une surprise, hein. C'est le Français qu'on n'attendait pas. C'est vrai, oui, il n'était pas du tout favori. Et finalement, Emmanuel Le Besson a remporté le titre au championnat d'Europe. C'était à Budapest. On va prendre d'ailleurs la direction de la Hongrie pour revoir ce qui s'est passé. Alors voici le vainqueur, Emmanuel Le Besson, 28 ans. Alors vous l'avez bien dit, avant la finale, on savait déjà qu'il n'était pas favori. Non, c'est Gauzy qui est le favori qui est à côté. Exactement. Ouais. Simon Gauzy. Alors on savait que le titre reviendrait à un Français puisque la finale était 100% tricolore. Emmanuel Le Besson est donc en rouge et en face, Gauzy a seulement 21 ans. C'est l'un des grands espoirs français de la discipline. Et finalement, l'expérience a eu le dernier mot. Emmanuel Le Besson remporte le titre de champion d'Europe en battant son compatriote 4 manches à 1. Ce n'était pas arrivé depuis 40 ans qu'un Français reparte avec le trophée. Yes. On garde la raquette, on change juste un petit peu de taille avec Richard Gasquet qui remporte son 2e titre cette saison. Il s'impose à Anvers en battant l'Argentin Diego Schwartzmann en finale 7-6, 6-1. En février, il avait déjà remporté le tournoi de Montpellier. Là, c'est sa 14e victoire à l'ATP. Et il devient le 2e Français le plus titré de l'histoire après un certain Yannick Noah. Un 3e héros français ce week-end, c'est Alexis Pinturo, victorieux lors de l'ouverture de la Coupe du Monde de ski. Il remporte le géant à Zolden en Autriche. C'est alors un Français qui gagne la première, cela faisait 15 ans que cela n'était pas arrivé. Décidément. Et il a été impressionnant, il réalise le meilleur temps sur les 2 manches, il écrase la concurrence. Alors la visibilité était très mauvaise en plus et il l'emporte avec 7 dixièmes d'avance sur Marcel Hirscher, le meilleur skieur mondial ces 5 dernières années. Et c'est la 16e victoire du Français en Coupe du Monde. Et puis évidemment le dimanche c'était la Formule 1, alors on va faire comme la Formule 1, on va foncer tout de suite sur les circuits. Aux États-Unis, du côté du Texas pour le Grand Prix d'Austin, regardez. Alors ce n'est pas le vainqueur évidemment, bonjour monsieur, c'est bien Lewis Hamilton, le pilote britannique célébrait sa 7e victoire cette saison, la 50e de sa carrière. Et il s'est donc imposé hier sur le circuit d'Austin. Il termine la course devant son coéquipier Nico Rosberg, le numéro 1 mondial, et l'Australien Daniel Ricciardo. Voilà, et le circuit d'Austin, sachez juste que c'est l'un des préférés de Lewis Hamilton, puisque sur 5 éditions, il en a gagné 4. Merci beaucoup, Émilie. Une autre... Au cours des 50 dernières années, le secteur de l'habillement a connu de très profondes mutations. D'abord avec la mondialisation, la production de vêtements a en grande partie quitté le territoire national pour aller dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. La France a cependant conservé les productions à forte valeur ajoutée. Ensuite, nous sommes passés d'une consommation de première nécessité à une consommation de loisirs, avec pour conséquence la multiplication des marques, des enseignes, des collections. Enfin, la digitalisation a apporté dans l'habillement son lot de transformations. Après le e-commerce, le m-commerce ou vente sur mobile, la réservation des produits en magasin et le développement des cabines d'essayage virtuelles. Regardons la carte. Actuellement, 4000 offres d'emploi sur les métiers du commerce et de l'habillement sont disponibles sur Internet. Et elles sont réparties sur l'ensemble du territoire. Parmi les entreprises qui recrutent, quelques success stories françaises comme Caporal. Née en 2004 au cœur du bassin du denim marseillais, l'entreprise a su bâtir son image grâce à des jeans aux coupes originales et aux détails immédiatement identifiables.
Aujourd'hui, elle compte 100 magasins en propre et 1300 points de vente en France et à l'international. D'ici le mois de décembre, l'entreprise souhaite ouvrir 5 nouvelles boutiques en Moselle, dans les Deux-Sèvres, en Haute-Savoie et dans le Pas-de-Calais. Elle recherche donc des responsables de magasins adjoints, des vendeurs temps plein et temps partiel passionnés par la mode. Au-delà des ouvertures prévues, l'enseigne renforce régulièrement ses équipes de vente, particulièrement en Île-de-France. Autre success story, Orchestra. En 1995, Chantal et Pierre Mestre fondent la société Orchestra avec pour objectif la création d'une marque de vêtements pour enfants. Ils ouvrent d'abord des petits magasins, puis développent la franchise. Aujourd'hui, la marque compte 700 magasins implantés dans 40 pays, dont 290 en France. Le groupe prévoit de doubler de taille d'ici 2019 et recherche en permanence des profils pour l'accompagner dans cette aventure. Des vendeurs, des conseillers de vente, des caissiers, des adjoints, responsables de magasins, des responsables de magasins et des réservistes. Des postes sur des fonctions support pour le siège de Saint-Onès, dans la périphérie de Montpellier, sont également à pourvoir. Marque culte de l'enfance depuis 1893. Petit Bateau a été fondé à Troyes où le groupe possède toujours une usine. En 1918, Étienne, le fils du fondateur, invente la culotte sans jambes et sans boutons et remplace la laine rugueuse par la maille en coton écru blanc. Pour plus de commodité, il remplace les boutons par une ceinture élastique à la taille et aux cuisses. La marque Petit Bateau est née. Propriété du groupe Yves Rocher depuis 1980, elle compte près de 500 boutiques à travers le monde, dont la moitié en France. Et chaque année, l'enseigne recrute plus de 200 personnes pour ses boutiques. Des vendeurs à temps plein, à temps partiel, en CDD, en CDI, ainsi que des responsables de boutiques. Petit Bateau recherche aussi régulièrement des profils de stylistes ou modélistes pour son usine historique de Troyes, dans l'Aube. Vous pouvez naturellement postuler aux offres diffusées dans cette chronique. Sur le site de Télématin, vous allez retrouver notre partenaire Météo Job qui vous indiquera la marche à suivre. Très belle journée à vous. Nous allons retrouver notre envoyé spécial de Bruxelles. Et oui, effectivement, Valérie Le Rouge, il est à Bruxelles. Pourquoi? On va vous parler d'incivilité. Alors à Paris, on s'est doté d'une brigade d'incivilité, mais à Bruxelles, ça fait déjà un bail qu'ils ont leur brigade. Alors cette question très importante, Valérie, est-ce efficace? Bonjour Thomas, bonjour à tous. Oui, c'est assez efficace car c'est assez dissuasif. Écoutez plutôt, l'amende s'élève à 120 € pour un mégot jeté dans la rue, une canette abandonnée ou une déjection canine. 160 € pour un sac poubelle sorti en dehors des jours de collecte. Alors ça ne marche pas très bien ici, tout simplement parce que les gens n'y comprennent à peu près rien au calendrier de collecte et au type de sac qu'il faut sortir tel ou tel jour. C'est assez compliqué, mais c'est 160 € si vous ne le faites pas le bon jour. 315 €, ça c'est pour un graffiti et jusqu'à 425 € par mètre cube d'encombrants déposés un peu sauvagement. Autant vous dire qu'ici, à Bruxelles, on réfléchit un peu à deux fois avant de fauter, d'autant que certaines brigades sont au taquet pour traquer ces incivilités. C'est le cas notamment à Schaerbeek, c'est l'une des 19 communes qui composent Bruxelles. Reportage avec Stéphane Schaumer. Les appels pleuvent au central du service propreté de Schaerbeek. La demande vient d'un agent qui a repéré des encombrants laissés sauvagement sur le trottoir. Parfois, ce sont des riverains qui appellent pour signaler des poubelles abandonnées ou des déjections canines. Est-ce que tu peux me redonner le numéro, s'il te plaît? Quand il y a des dépôts clandestins, on ne se contente pas de simplement les évacuer. On essaye vraiment de les identifier et de verbaliser le cas échéant. La ville a mis en place une cellule répression. 5 agents chargés de traquer les incivilités et prêts à tout pour retrouver leurs auteurs. Oui, affirmatif. Donc au 185 vers qu'il y a un dépôt clandestin. Dans ce tas de détritus laissés sur le trottoir avec le sommier, ils cherchent le moindre indice. Ici, on a le nom et l'adresse et on a le numéro de GSM. Donc, Vous savez venir le plus rapidement possible sur place, monsieur? Le contrevenant recevra une amende de 850 € pour les 2 mètres cubes laissés sur le trottoir. Un peu plus loin, la brigade repère un flagrant délit de sac ménager jeté dans une poubelle de ville. Donc ça c'est un coup classique. C'est des gens qui jettent du déchet ménager dans une corbeille publique. Une corbeille publique, c'est la canette de coca, le mouchoir en papier, le paquet de cigarettes, mais pas les déchets ménagers. Qu'est-ce qu'elle risque? 120 €. Ça lui coûte 120 €.
Donc il y a vraiment, c'est un non-sens, c'est de l'argent qu'elle jette, hein. C'est 120 € qu'elle jette dans une poubelle. Hein. C'est assez cher. Hein. C'est cher, mais bon, si vous voyez ce que ça coûte à la collectivité, je crois que c'est logique. Et la brigade va jusqu'à poser des caméras de surveillance pour identifier par exemple cet artisan qui vient chaque semaine jeter une quinzaine de sacs au même endroit. Ou ces habitants qui vident la maison au fil des travaux. Ou encore ceux-là qui se débarrassent de sacs ménagers en dehors des jours de ramassage. 1200 amendes sont ainsi adressées chaque année pour incivilité, montant total autour de 500 000 € dans les caisses de la commune. Ouh là là, mais ça c'est une sacrée vache à lait quand même pour Bruxelles, non Valérie? Oui, près de 500 000 € d'amende, hein, vous l'avez vu, dans cette commune. C'est beaucoup et en même temps, évidemment, il faut payer l'équipe entièrement dédiée à cela, l'équipement technique, l'administration des PV derrière, les recours également. Évidemment, ça ne fait pas 500 000 € de bénéfices, mais le bourgmestre, le maire, me disait que même à bénéfice zéro, il continuerait cette politique de répression, tout simplement, parce que ça a permis de civiliser les habitants. Et ça se voit d'ailleurs dans les communes de Bruxelles qui n'ont pas ce type de brigade, eh bien, ça se voit au sol. Merci Valérie. Une revue de presse dans laquelle il est énormément question de circulation. De libre circulation dans absolument tous les journaux, libre circulation des gens ou de l'économie. Je commence bien sûr par l'évacuation du bidonville des migrants à Calais. Beaucoup de journaux en font leur couverture. Voyez ici l'Humanité ou Libération. Les journaux essayent de nous faire comprendre et de nous faire ressentir ce qui se passe là-bas. Alors ressentir avec, par exemple, cette photo que vous voyez à droite dans les Échos qui montre cette véritable ville, 6 ou 8 000 habitants dans le bidonville qu'on appelle la jungle à Calais. À gauche, c'est une carte dans Libération qui nous montre pourquoi c'est là que ça se passe. Tout simplement parce que ce campement se trouve à quelques centaines de mètres du port de Calais et du terminal Eurotunnel, c'est-à-dire tout près de l'Angleterre. Eh bien oui, c'est ça le problème. Il est donc permis de se demander avec le Figaro si l'évacuation d'aujourd'hui changera quelque chose à la situation, puisque ça fait 20 ans que ça dure. Aujourd'hui, nous allons répartir les migrants dans toute la France et leur donner des conditions d'accueil décentes, c'est très bien. Mais à Calais, il y a déjà eu les émigrés afghans, les Kosovars, les Kurdes, et plusieurs fois les gouvernements ont prétendu régler ce problème. Nicolas Sarkozy en son temps, aujourd'hui le gouvernement actuel, sauf que l'Angleterre se trouvera toujours au même endroit, évidemment, avec son marché du travail très libéral. Vous savez qu'il est très simple de travailler clandestinement. En Angleterre, il y a peu de contrôle de l'autre côté de la Manche. Et il y a même surtout la langue, hein, parce la langue, l'anglais c'est plus simple. Et puis il n'y a même pas de papier d'identité. Vous ne pouvez pas demander vos papiers en Angleterre. Donc c'est très pratique quand on est clandestin et qu'on veut travailler. Donc il est vraisemblable que le problème se reposera un jour ou l'autre. L'Humanité, de son côté, rappelle également qu'on ne peut pas faire grand-chose lorsque les gens fuient la guerre ou la misère. Voyez, les déplacements de population dans le monde sont sans précédent. Il y a actuellement 50 millions de personnes, 50 millions qui ont dû s'enfuir de chez elles, pays en guerre comme les Syriens, pays en proie à la violence politique comme le Burundi, ou bien des pays tout simplement qui ne connaissent aucune loi sauf celle des gangs depuis le Soudan du Sud jusqu'à l'Amérique centrale. Une autre histoire de libre circulation, mais sur un autre sujet, puisque cette fois il s'agit d'économie. Je vous le disais, vous savez sûrement qu'on est en train d'essayer en ce moment de conclure un accord commercial entre l'Europe et le Canada, l'accord CETA. Et que c'était un peu contre l'accord que les Américains ont passé. Voilà, alors, mais c'est cet accord avec le Canada qui est un peu plus light pourtant effectivement que l'accord américain. Cet accord est quand même en train de capoter. Le journal Les Échos ne cache pas son opinion à ce propos. Il considère que l'Europe se décrédibilise et qu'elle devrait signer cet accord avec le Canada. Mais d'autres journaux sont moins catégoriques, comme par exemple La Croix. La Croix se demande si on n'est pas en ce moment à un tournant. Voyez l'homme qui a dit non, dit La Croix. Il s'appelle Paul Magnette, on retourne en Belgique, c'est le chef du gouvernement de Wallonie, autrement dit la Belgique francophone. On ne peut pas dire qu'il soit eurosceptique, c'est pas du tout un europhobe. Il est docteur en sciences politiques et ancien dirigeant de l'Institut d'études européennes à la fac de Bruxelles. Oui, donc il est totalement européiste, mais il assume, oui, mon gouvernement de Wallonie bloque ce traité de libre-échange avec le Canada, il le reconnaît, il assume, c'est une position philosophique, dit-il. Oui, il veut se démarquer, il veut affirmer une véritable identité socialiste, c'est un socialiste, c'est le journal qui le dit comme ça. La Croix rappelle que la Wallonie est une région sinistrée avec les industries comme la sidérurgie qui ont toutes fermé les unes après les autres et que donc contester là-bas le libéralisme, ça a une signification. Dire que la mondialisation n'est pas forcément une bonne chose et qu'on a le droit de s'y opposer, surtout quand on est un Parlement élu par les gens pour prendre des décisions. Je cite encore, je vous renvoie donc dans cet article de La Croix à propos de Paul Magnette. Enfin, je termine avec nos politiques à nous. Vous apprendrez dans Le Parisien, je cite, comment François Hollande compte rebondir, car non, il n'a pas renoncé. C'est l'appel en une et l'article dans Le Parisien aujourd'hui en France qui croit savoir donc que le président estime que sa déclaration de candidature en décembre est toujours possible.
De leur côté, la Croix ou l'Humanité pensent au contraire que Manuel Valls se prépare et même qu'il se recentre. C'est-à-dire recentre avec un discours plus à gauche que d'habitude, qu'à son habitude en tout cas, pour rassembler le Parti socialiste autour de lui. Alors attendez, il se recentre, mais il est plus à gauche, là ça va être compliqué. Il se recentre par rapport au PS. C'est-à-dire qu'il est à la droite du PS habituellement, donc il gauchit un peu son discours, ce qu'il recentre du point de vue du PS, évidemment, vous faites bien de me le faire préciser. Mais attention, dans Libération, attention à cette sentence de Ségolène Royal, la ministre déclare « En fait, nous cherchons quelqu'un pour se sacrifier ». Eh bien oui, autrement dit, considère-t-elle, le PS a vraiment très peu de chances de remporter les élections de l'an prochain. D'ailleurs, dit-elle, on est venu me chercher moi, Ségolène Royal, ce qui veut bien dire qu'on cherche quelqu'un pour se sacrifier. C'est dans l'article de Libération. C'est rare qu'elle ait autant d'autodérision. Merci beaucoup Frédéric. Et en effet, bonjour à tous. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Le Front National dont vous êtes le secrétaire général, ça vient d'être rappelé, est-il satisfait que le démantèlement de la jungle de Calais ait enfin lieu ce matin ? Non, parce qu'on ne fait que déplacer et amplifier le problème. Nous avons un gouvernement aujourd'hui qui organise, sur injonction de l'Union européenne, la politique de relocalisation de l'immigration. C'est la répartition de cette immigration avant de parler de la relocalisation, excusez-moi, il aurait fallu maintenir ce campement en l'état, selon vous ? Non, il fallait surtout les empêcher d'entrer. Cesser d'organiser massif sur l'ensemble du territoire national, parce que c'est de ça dont il s'agit. On a démantelé Sangatte il y a quelques années, ça n'a rien changé. Aujourd'hui, on démantèle Calais. Petit Calais partout, des mini-jungles sur l'ensemble du territoire national, et ce sont les Français qui en seront les victimes. Mais le plus choquant, c'est que bien sûr, la place des clandestins, ça n'est pas dans des camps payés par le contribuable, c'est évidemment dans des charters. La solution, c'est pas la répartition, c'est l'expulsion. Mais de surcroît, c'est une injustice insupportable, parce qu'il y a des Français, il y a 120 000 SDF recensés. Il y a des familles avec des enfants en bas âge qui vivent dans leur voiture, faute de logement, et dans le même temps, on va loger des clandestins, y compris dans des centres spacieux, confortables, et ça, c'est inacceptable. Mais à partir de, je vous repose la question, il fallait donc laisser, puisque cette jungle entre guillemets était là, il fallait la laisser, ou il était quand même nécessaire selon vous de faire ce que l'on fait ce matin, c'est-à-dire de la démanteler? Non, il fallait la démanteler, mais non pas pour répartir dans nos campagnes, mais pour expulser les clandestins. Je vous rappelle quand même que selon le droit pénal... Même ceux qui bénéficient du droit d'asile. D'abord, il y a très peu de gens qui bénéficient du droit d'asile. Il y a beaucoup de ces clandestins qui ne sont pas des demandeurs d'asile. L'immense majorité d'entre eux ne viennent ni de Syrie ni d'Irak. Ils ne fuient pas la guerre. Sur quelles statistiques vous basez-vous pour le dire? Écoutez, c'est le ministère de l'Intérieur lui-même. Bernard Cazeneuve, quand il est venu à Calais, a reconnu qu'au moins 60% d'entre eux viennent pour des raisons économiques. Donc, l'immense majorité ne sont pas éligibles au droit d'asile. Mais le problème dans notre pays, c'est que quand quelqu'un est débouté du droit d'asile, eh bien, dans 95% des cas, il n'est pas expulsé. Et il faut enfin appliquer la loi, c'est-à-dire que celui qui est débouté du droit d'asile, eh bien, il soit immédiatement expulsé. Alors, on sait que le Front National est opposé à la répartition et à l'accueil des migrants dans un peu plus de 200 centres en France. Hier, à la Tour d'Aigue, dans le Vaucluse, il y a eu une manifestation entre vos partisans, derrière Marion Maréchal Le Pen, et plusieurs centaines de personnes hostiles au Front National. Il y a eu, non pas des heurts, mais un face-à-face très tendu, des insultes. Est-ce que vous trouvez que c'est la France apaisée dont Marine Le Pen a fait un petit peu son mot d'ordre sur ses affiches? Je crois surtout que on est quand même assez loin de la France apaisée là, dans ces manifestations. Le Front National est en toutes circonstances aux côtés des Français. Et ce qui est insupportable, c'est de voir des petits villages ruraux qui aujourd'hui souffrent terriblement. La disparition des services publics, le marasme agricole à qui de surcroît on va imposer des dizaines, des centaines d'immigrés clandestins. Mais si une partie des Français est prête à accueillir ces migrants, vous leur dites quoi? D'abord qu'ils s'expriment, ceux qui veulent les accueillir, et qui donnent l'exemple en les prenant chez eux. Parce que moi je vois des responsables politiques nous expliquer aujourd'hui qu'il faut accueillir cette immigration clandestine. Eh bien qu'ils donnent l'exemple, qu'ils les accueillent chez eux. Ce n'est pas aux Français, notamment aux plus modestes d'entre eux, d'avoir aujourd'hui à en souffrir. Encore une fois, dans notre pays, on a près de 6 millions de chômeurs réels, près de 9 millions de pauvres. Donc, dans ces conditions-là... aucun migrant, même chez ceux, dans certaines communes, qui le veulent. Mais je crois qu'on a dépassé le stade de saturation en matière d'immigration. On a 200 000 entrées légales par an, on a des dizaines de milliers de clandestins. Non, oui, enfin, on nous dit Calais représente 8 000 personnes, mais la politique de relocalisation imposée par la Commission européenne, c'est évidemment beaucoup plus que cela. Et comme François Hollande n'a pas le courage de la Pologne ou de la Hongrie de s'opposer à cette politique de relocalisation, eh bien, elle vient s'accumuler en plus de l'immigration légale. Autre sujet, la colère des policiers va-t-elle continuer à s'amplifier selon vous? Le président de la République va recevoir les syndicats mercredi. Est-ce que c'est un premier pas dans la bonne direction pour vous?
Recevoir les syndicats, c'est le minimum qu'il doit faire, mais il faudrait surtout réarmer juridiquement, moralement la police, lui donner à nouveau les moyens d'exercer sa mission. Nicolas Sarkozy a effondré les effectifs de la police, 13 000 postes supprimés dans la police. De ce point de vue, vous trouvez que la gauche a fait mieux que Nicolas Sarkozy? Non, elle n'a pas mieux fait, puisque François Hollande... Elle a embauché des policiers et des gendarmes? Non, ils disent qu'ils ont embauché 6 000 ou 9 000 policiers supplémentaires. C'est faux. Un rapport de la Cour des comptes du mois de mars disait que 400 postes, 395 pour être précis, ont été effectivement reconstitués. Donc je crois que dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, le gouvernement n'est pas à la hauteur. Évidemment, aujourd'hui, nos policiers, ils ont besoin d'être soutenus par les pouvoirs publics. Il faut évidemment mettre en œuvre ce qu'on appelle la présomption de légitime défense, qui fait qu'aujourd'hui, les policiers et les gendarmes, ils sont en permanence attaqués sur notre territoire. Ils sont en tout cas soutenus par votre parti. Le Front National ne s'en cache pas. Il soutient le mouvement des policiers. Est-ce qu'il n'est pas en partie derrière ce mouvement? On a vu que M. Rodolphe Schwarz, qui s'est déclaré porte-parole des policiers en colère, s'était présenté sur une liste du Front National au municipal à Paris. Est-ce que vous admettez que ce mouvement, peut-être vous n'êtes pas derrière, mais il vous offre un débouché politique? Par exemple, Marine Le Pen, lorsqu'on ouvre le site du Front National, adresse un discours très solennel aux policiers. Non, mais très clairement, Marine Le Pen et le Front National sont en toutes circonstances aux côtés de nos forces de l'ordre. Pour le reste, il y a des sondages montrent qu'il y a plus de 50% des policiers qui aujourd'hui sont des sympathisants ou des électeurs du Front National. Du coup, est-ce que ça ne donne pas une coloration assez politique à ce mouvement? Non, encore une fois, je crois qu'il y a une révolte légitime des forces de l'ordre, des policiers. Le Front National n'est pas derrière, mais le Front National est à leur côté. Et Jean-Marc Falcon, le directeur de la police nationale, a reconnu il y a quelques jours que le Front National n'était absolument pas à la manœuvre, comme l'avait prétendu de façon un peu grossière Jean-Christophe Cambadélis. Il faut qu'il sache que partout où l'État socialiste est contesté, il n'y a pas forcément le Front National, puisqu'aujourd'hui, la contestation à l'égard d'un pouvoir socialiste aux abois, sectaire, idéologique, eh bien, elle est généralisée partout en France. Le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada, il ne sera sans doute pas signé cette semaine, comme c'était prévu. J'imagine que vous vous en félicitez puisque vous étiez contre cet accord. Le libre-échange, c'est forcément négatif pour les intérêts des entreprises françaises? C'est conforme à des intérêts des multinationales au détriment de nos filières agroalimentaires, par exemple. Mais je me réjouis de voir avoir des débouchés et donc créer de l'emploi. Oui, enfin pour l'instant, ça a eu plutôt l'effet inverse. La dérégulation totale, le libre-échange, aucun droit de douane, aucune protection de nos entreprises, aucune protection de nos activités économiques. Ça a fait des ravages. Ça a conduit la France dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Moi, je me réjouis de voir que les Wallons bloquent et j'espère qu'ils tiendront bon ce projet CETA, qui est en réalité un peu le frère siamois du Il ne faut pas de libre-échange, Monsieur Bay. Le jour où le Front National arrive au pouvoir, on ferme nos frontières économiques. Non, c'est pas ça. Je crois que la France, elle a commercé avec le monde entier bien avant qu'on ait l'ouverture totale des frontières. Il faut simplement imposer des règles qui soient équitables. Il faut éviter la concurrence déloyale, la concurrence sauvage. Et aujourd'hui, le CETA ou le TAFTA aboutirait à quoi, très concrètement? Eh bien, à imposer des normes sociales, environnementales, sanitaires qui ne sont pas les nôtres. Et s'agissant par exemple du CETA, eh bien la filière de l'élevage en France en souffrirait terriblement, puisque le traité prévoit notamment des contingents de viande bovine et porcine en provenance du Canada. Une question très précise pour terminer cet entretien. Le Front National dénonce régulièrement la mainmise du Qatar sur les affaires françaises, sur l'influence que ce pays pourrait avoir sur certains hommes politiques. Le Qatar, les Émirats, c'est un sujet dont parle le livre de nos confrères, nos très chers émirs, écrit par Georges Malbruno et Christian Chesneau. Et dans ce livre, il est écrit que Madame Le Pen a fait financer son voyage au Caire en 2015 par les Émirats Arabes Unis. En tout cas, ni le Front National, ni l'Égypte n'ont payé ses billets d'avion. Que répondez-vous à ces affirmations qui sont dans ce livre? D'abord, c'est inexact. Ensuite, évidemment qu'il y a une différence fondamentale entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Les Émirats combattent l'islamisme radical. Le Qatar soutient et finance les factions islamistes. Ce que je constate, c'est que sous François Hollande, comme sous Nicolas Sarkozy, eh bien, la classe politique française, la classe politique UMPS, a fait preuve d'une grande complicité, d'une grande connivence avec le Qatar. Et les Émirats ont proposé un financement? Les Émirats Arabes Unis ont proposé un financement à Madame Le Pen? Pas à ma connaissance. Et encore une fois, je crois que le parallèle entre les Émirats et le Qatar me paraît pas très fondé. Encore une fois, nous combattons l'islamisme radical et nous soutenons ceux qui, dans cette région du monde, combattent l'islamisme radical. Eh bien, vous avez entendu. Merci beaucoup, Nicolas Bay. C'est à vous, Thomas. Très bonne journée. Merci, messieurs. Très bonne journée. Le dernier film d'Alexandre Castagnetti s'intitule Tamara, dans lequel il y a une jeune adolescente qui est en prise avec des problèmes de poids. Et puis il y a aussi Sylvie Testu que vous avez rencontrée.
Tamara, Alexandre Castagnetti, ce nom ne vous dit peut-être rien. Si je vous dis qu'en 2013, il avait réalisé une comédie romantique assez rigolote qui s'appelait Amour et Turbulence avec Nicolas Bedos et Ludivine Sagnier. Et puis après, un film pour enfants qui avait bien marché, Le Grimoire d'Arcandias, avec Clavier qui joue un sorcier, et Christian Clavier et Isabelle Nanty. Cette fois-ci, il adapte une BD du même nom, Tamara, BD qui a été lancée dans les années 2000 et qui a connu un franc succès, qui raconte l'histoire de Tamara, à ne pas confondre avec... Tarama, la petite chose qu'on tartine. Et qui fait grossir, oui, parce que Tamara, le problème, elle a 15 ans, elle est espiègle, elle est rigolote, elle est sympathique, mais elle a un complexe, elle se trouve grosse. Alors, c'est pas un film sur les délires pondérales ou sur l'obésité, c'est un film sur les complexes de cette période. Ouais. On en a tous eu des complexes. Oh, si ça n'avait pas été le poids, ça aurait été autre chose. Ouais. Crunch, les boutons, l'appareil central dentaire, on n'est pas assez grand, on est trop grand. Alors Tamara, elle a 15 ans, c'est une jeune fille comme les autres, c'est la rentrée des classes et elle se dit, ben moi aussi je vais avoir une aventure avec un garçon, il n'y a pas de raison que ça m'arrive pas, et parce qu'il y a la bande des pestouilles, on se rappelle bien, il y avait toujours Myriam, des filles sympas, les filles cool, nous on était les filles populaires avec Myriam. Mais vous étiez les pestouilles? Non, les populaires, pas les vous étiez les pestouilles. On n'était pas... Vous étiez les pestouilles. Et alors elle fait un pari avec sa meilleure amie, Tamara. Premier jour d'école, elle s'assoit et dit, tu vois, le prochain qui passe à la porte de la classe, j'aurai une aventure avec lui. Le prochain qui arrive, c'est Diego, la bombasse du lycée, le beau gosse du lycée. Il est très beau, vous le voyez. Alors lui, les jeunes filles le connaissent très bien. Moi, je ne le connaissais pas. Il a gagné la Danse avec les stars saison 5. Vous le connaissez, mais... Bah oui. Voilà, donc c'est-à-dire que pendant la promotion, le Ryan, il arrive pendant la promotion, les jeunes filles, mais il y en a qui pleurent, tellement elles sont en transe de le voir. Qu'est-ce qu'elle fait, Sylvie Testu, dans cette histoire? C'est la maman de Tamara. Je dois quand même prévenir que j'ai eu un petit peu peur en voyant l'affiche, le thème, je me suis dit, c'est pas pour moi, je vais m'embêter, c'est un film pour ados. Vous allez être surpris, j'ai été surprise, j'ai beaucoup ri. Ça va être un petit phénomène, ce film-là, qui sort ce mercredi. On a rencontré Sylvie Testu. Bonjour Sylvie, comment ça va? Très bien. Tam, il n'y a aucune raison pour que les autres ne t'aiment pas. Tu sais, ceux qui se moquent sont souvent ceux qui sont le plus à plaindre. Bah c'est bon, je suis grosse, pas débile. T'es la meilleure, Tam! T'es la meilleure! On s'est dit au début, oh là là, ça va être un film pour ados, très bien. Et en fait, énorme surprise. C'est sur les relations qu'ont les ados entre eux, mais aussi avec leurs parents. Et les familles recomposées. Et les familles recomposées. Et les difficultés qu'ont les parents à rester ensemble, à vivre une histoire d'amour comme ils l'ont prévu. Et les premiers amours des enfants. Ça me le fait tout le temps. Dès qu'un mec me regarde plus de 2 secondes, j'ai l'impression d'avoir une étiquette grosse sur le front. Diego, c'est pas un mec pour moi, c'est tout. Quel genre d'ado vous étiez, Sylvie, à 16 ans? Moi, ado, j'avais envie de plaire. Mais j'étais pas la plus belle, j'étais pas la moins belle, j'étais pas la plus drôle, j'étais pas la plus mystérieuse. J'avais l'impression d'être rien. Donc évidemment, on essaye de se vendre auprès de l'autre. Donc on en fait des tonnes, on fait des conneries, en fait. Et on veut surtout pour attirer l'attention. Ressembler à tout le monde, être dans le mot, là. Pour peu qu'il y en ait un qui soit différent, comme le personnage de Tamara, ça crée, en fait, ça fait des réflexions qui sont terribles. Tu crois qu'un garçon il pourrait tomber amoureux d'une fille comme moi? Tu vas pas sortir comme ça? Ça va pas, non? Halloween, c'est la fête des morts, pas des prostituées. Bah super, merci, ça fait 2 heures que j'essaie de ressembler à Amy Winehouse. On découvre une jeune actrice que le grand public connaît pas bien, qui est super, là, c'est Héloïse Martin. Et elle est belle comme tout, en plus. Belle comme tout. Donc en fait, dans le film, elle a un complexe, c'est sa rondeur, mais ça aurait pu être un autre complexe. Oui, ça aurait pu être une autre différence, je sais pas, quand la boum est sortie. Ouais. Ceux qui avaient des appareils dentaires. Oui, bien sûr. Voilà, la centrale atomique. Les centrales nucléaires. Le moindre truc est terrible, quoi. Donc là, ce sont des rondeurs. Donc évidemment, elle le vit pas super bien, quoi. Salut, Cubuto. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas montrer à Diego comment tu plonges? Faut que tu montres ce que t'as dans le bide, ma vieille. Je suis sûre que t'as plein de trucs dans le bide. Est-ce que, Sylvie, justement, pour jouer cette maman-là, vous aviez en tête des références fortes? Malheureusement, j'avais les miennes, quoi. Vous avez des ados ou pas? Ou ils sont plus petits? Alors, je sais pas si c'est... Mon fils est très précoce, mais il a 11 ans. Alors, on dit, ça voilà. commence. 11! On a 11! On recommence! Je savais pas que t'étais drôle en vrai. Tu les as défoncés. La mère complètement dépassée, mais la mère, une vraie mère d'aujourd'hui, quoi. Et toutes les mères sont dépassées. Mais bien sûr. Horrible. C'est horrible. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit aussi, en même temps, elle veut être mère cool, mère copine, et en même temps, ah ben non, tu rentres pas à 2h du matin. Mais de toute façon, c'est compliqué parce que, en fait, l'adolescence, on quitte l'enfance et on va devenir bientôt un adulte, mais on n'est pas encore. Donc on demande aux ados d'être responsables, ils veulent de la liberté, et en même temps, les parents, on projette.
nos peurs dessus. Toutes les conneries que nous on a faites quand on était ados. Parce qu'ils vont les faire, mais plus tôt. Et en plus, ça va plus vite. C'est super bien traité dans le film, avec tous les réseaux sociaux. Et puis pour les parents, c'est un film génial parce qu'on l'a vécu 2 fois. On a été ados et maintenant on flippe. C'est ça. Donc c'est terrible. Tu fais que des conneries en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin, merde? Et je grandis, maman. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous. Merci, madame. Ça sort mercredi. C'est mercredi, Thomas. Merci beaucoup. Avec C'est bon comme ça. Avec Isabelle Martinet, nous allons nous intéresser à votre assiette. Qu'y a-t-il dans votre assiette? Et pour ça, il y a un salon. Alors, immense le salon, il s'appelle le SIAL, Salon international de l'alimentation. Et quand je dis immense, je ne sais plus, vous m'avez dit, c'est... C'est immense, ça se tient tous les 2 ans à Paris, pour ne parler que de Paris. C'est 7000 exposants. Donc évidemment, c'est 2500 nouveaux produits qui sont présentés à cette occasion. C'est le grand rassemblement de tout l'univers de l'agroalimentaire avec les producteurs, avec les fabricants, avec les distributeurs. Alors donc il y a une question. Et c'est là qui qu'on se pose. teste les tendances. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est justement, vous nous avez parlé dans le premier épisode de la qualité, parce que c'est très important pour toute l'industrie agroalimentaire. Quelle est l'autre tendance que vous avez Alors, il y a une autre grande tendance qui se développe, c'est la simplicité. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus étonnant, parce que pendant une bonne décennie, voire 2 décennies, on a eu affaire à des produits de plus en plus transformés, avec des innovations qui nous étaient proposées très régulièrement, 2, 3, 4, 5, 6 fois par an, avec des rayons où l'offre regorge, une offre, vraiment une profusion incroyable, qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait plus d'abord très bien comment choisir, et qu'ensuite, on a, je dirais, presque une méfiance à l'égard des produits transformés. Alors, ce qui est amusant, on a sans doute des problèmes de riches, mais c'est que face à cette profusion, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de la simplicité. Quand vous voulez dire simplicité, c'est une recette plus simple? Absolument. Des produits les moins transformés possibles. Des produits sans additifs. Quand je dis sans additifs, c'est sans colorant, par exemple. Vous voyez, des additifs dont on peut vraiment se passer. Des produits de proximité qui sont fabriqués pas loin. Parce que là encore, on a pris conscience du problème environnemental. On ne veut pas que les produits aient fait 6000 km avant d'arriver dans notre assiette. Attention, impact carbone. Tout ça, ça se retrouve évidemment sur le SIAL. Voici quelques propositions. Les consommateurs sont aujourd'hui fascinés par des produits qui sont simples, peu transformés et idéalement produits localement, avec une double réassurance qui est à la fois santé de par la naturalité, mais aussi respect de l'environnement à travers la production locale, le circuit court. Nous proposons une gamme de produits surgelés composés d'ingrédients simples et bons, sans additifs, sans colorants et sans arômes artificiels. Vous pouvez déjà déguster dans nos magasins une gamme de purées surgelées, entre autres la purée de carottes, composée de carottes, d'une pointe de sel et d'une pointe de crème fraîche, et c'est tout. C'est une brioche artisanale, faite avec des produits simples, qui sont achetés tout autour de la fabrique, à quelques kilomètres de chez nous. C'est du lait entier, du beurre d'Isigny, de la crème d'Isigny, et du froment pour la farine d'un minotier normand à côté de notre fabrique. La recette date de 1897. Historiquement, c'est la recette qu'utilisaient nos grands-mères. Notre coulis de fraises, on le fabrique à partir de fraises dans la région des Hauts-de-France. Donc ce sont des fraises qui ne sont pas calibrées, qu'on ne peut pas commercialiser sur le marché du frais, mais qui sont super pour faire un coulis. Donc ce coulis est sans arôme, sans conservateur. On le pasteurise légèrement, donc ça permet de le conserver pendant 6 mois. Cette tendance de fond pour les produits simples et peu transformés est vraiment une tendance qui, je pense, va vraiment durer parce qu'elle est au service du bien manger, avec une réalisation de plus en plus évidente que bien manger permet d'être en bonne santé. Nous avons créé ce produit, la marmelade à l'huile d'olive. C'est une émulsion à base de gomme de Xanthia et d'huile d'olive. Mais ce qui fait toute la différence, c'est la qualité d'huile d'olive. L'huile d'olive est fabriquée en Espagne, au cœur de l'Espagne. Et nous avons 2 variétés d'huile d'olive. Une qui est beaucoup plus corsée, beaucoup plus fruitée en goût, et une qui est plus tendre et plus soft. C'est un produit qu'on peut tartiner très facilement, qui se marie très bien avec les produits de la mer, les viandes et tout accompagnement de salade. C'est un petit polenta prêt à trancher, donc vous pouvez le garder dans votre placard à température ambiante. La polenta, c'est souvent assez long à faire parce qu'il faut 35 minutes. Là, vous l'avez directement en utilisation. En 5 minutes, c'est prêt. Vous pouvez mettre ça directement sur la poêle avec une petite noisette de beurre ou directement au four.
La petite noisette de beurre avec le polenta, on a le droit? Oui. Oh, bah bien sûr. Vous voyez, c'est simple. Et alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on garde les innovations techniques, par exemple le surgelé, qui est un extraordinaire moyen de conservation. Surgélation, c'est extraordinaire, pas besoin d'additifs. Bien, on exploite cette technologie avec des produits simples. Purée de carottes, avec des carottes, une goutte de crème fraîche et du sel, et point final. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. D'ailleurs, il a trouvé une marque sans s'en rendre compte. Il a dit pur et simple. Ça pourrait être une très bonne marque. Olivia, vous allez nous parler de troc. Et à la clé, je crois savoir qu'il y a un voyage en Italie, c'est ça? Oui, si vous avez des envies de week-end transalpin, mais un budget un peu serré, j'ai une solution pour vous, la Semaine du Troc. C'est la 7e édition en Italie, ça se déroule toujours en novembre, ça sera du 14 au 20. Et vous allez pouvoir échanger des services contre des nuitées dans des chambres d'hôtes en Italie. Il y a un éventail très large de services qui sont demandés. Donc si vous êtes producteur, par exemple, vous pouvez apporter des produits de votre région en échange de nuit. Ou si vous êtes musicien, vous allez pouvoir faire une performance musicale, carreleur, maçon, jardinier, évidemment. Vous allez être très demandé. Voilà, c'est vraiment de l'échange, c'est la version chic du woofing. Vous savez, on va travailler dans des fermes un peu partout dans le monde et on est hébergé. Bon là, c'est une autre version. Il y a le site entièrement dédié qui est en italien, mais aussi en anglais. C'est pas en français, mais bon, vous devriez vous en sortir. Il y a toutes les régions, tous les services demandés. Si vous avez envie d'Italie. Bien sûr, j'ai déjà envie d'Italie, puis j'ai évidemment 10 litres d'huile à troquer. On a tous 10 litres d'huile à troquer. Mais si pour les producteurs, c'est très bien. Oui, bien par sûr. exemple. C'est très facile. Merci beaucoup, Olivia. On va se retrouver tout de suite avec la couleur, non pas du ciel, mais du ciel. Myriam est partie du côté de Bruxelles, je crois, oui, c'est ça, pas très loin. Au Palais Royal, pour s'intéresser à l'histoire du Congo, mais pas à l'histoire du Congo avec des livres, non, l'histoire du Congo à travers sa peinture, et une peinture assez récente, je crois. Oui, exactement, c'est une peinture qui va des années 60 à 2012, parce que l'art contemporain africain est sorti des frontières, et depuis quelques temps, eh bien, cette peinture a eu la reconnaissance du public, des critiques d'art, des musées, des collectionneurs, et j'en veux pour preuve l'exposition qui a eu lieu l'année dernière à la Fondation Cartier, Beauté Congo, gros succès. À Bilbao, au Guggenheim, il y a eu également Making Africa, qui est une grosse exposition sur l'art contemporain africain qui tourne dans toute l'Europe et qui est en ce moment à Rotterdam. La semaine dernière, s'est achevée aussi la foire londonienne de l'art contemporain africain et du design. Gros succès. Et cette foire a une sœur jumelle aussi à New York. Et puis à Paris, on accueille également la foire d'art contemporain africain et du design à Paris le mois prochain, au Carreau du Temple. Donc vous le voyez, ça marche plutôt bien et on est content parce que le continent africain, c'est vraiment un continent en pleine mutation et extrêmement créatif et qui a donc ce bel accueil du public. Alors moi, je vous emmène effectivement à Bruxelles. On connaît l'histoire de la Belgique avec le Congo. Ancien colonisateur, on va Exactement. Dire, hein. Et donc, le musée Beaux-Arts a souhaité rendre hommage à l'art populaire congolais. Donc, une exposition qui s'appelle Congo Artwork. Alors, c'est une peinture populaire qui raconte un petit peu le quotidien et la vie du pays, hein, tout simplement. Une peinture que je vous propose de découvrir au musée Beaux-Arts de Bruxelles. Congo Artwork, c'est un projet qui traite de la peinture populaire congolaise. L'idée de cette exposition, c'est de chercher plutôt à mettre cette peinture en lien avec toute l'histoire picturale de la production artistique au Congo depuis la période précoloniale, coloniale et post-coloniale, tout en traitant aussi des questions d'actualité, des questions du quotidien. La peinture populaire qui va être faite par les autodidactes va plutôt creuser et puiser dans toute la tradition effectivement de production artistique qui ont un objectif, celui de communiquer, c'est dialoguer avec la société. La peinture populaire a aussi ce devoir quelque part de pouvoir éduquer, de montrer de bonnes manières, de bonnes mœurs dans la société, par l'humour et par détournement. Le peintre arrive à faire passer des messages. La partie colonie belge traite essentiellement de la punition, les punitions physiques qui se passaient pendant la période coloniale. Et si ce n'est pas ça, c'est l'exploitation. C'est comment la population congolaise a été exploitée pendant toute la période coloniale pour le bénéfice des colonisateurs. Il
faut savoir que la politique joue quand même un rôle important dans l'histoire du Congo. Après la colonisation, le Congo a connu des moments de sécession, de guerre, et puis après, tout de suite, c'est une dictature qui sera mise en place pendant 32 ans. Évidemment, les artistes se posent la question s'il y a une démocratie ou pas. Des artistes comme Chéri Samba, c'est des artistes qui ont su effectivement avoir un discours qui va au-delà de la question nationale, mais c'est aussi des questions plutôt mondiales. C'est comment, partant d'une culture locale, témoigner des relations que ce pays peut avoir avec le reste du monde. Alors notre cher professeur d'histoire nous rappelait qu'effectivement on dit République démocratique du Congo maintenant, c'est plus le Congo, c'est la RDC depuis 1960. Tout à fait. Dites-moi, les peintures que nous venons de voir, ça commence un peu à côté sur le marché de l'art Chéri international. Chérin, Chéri Samba, ce sont par exemple des artistes qui œuvrent depuis longtemps, mais leur peinture commence vraiment à être cotée sur le marché de l'art. Hein. D'ailleurs, à la Fondation Cartier, ça s'est vu, ces artistes étaient présents et ils ont eu énormément de succès. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une peinture qui est une expression artistique à part entière, exactement comme la danse, comme le théâtre. Et il faut savoir aussi que dans le pays, ces artistes populaires sont dans les rues. Parce qu'en fait, si vous voulez, à la base, Thomas, ça va vous intéresser parce que ces artistes peignaient des affiches publicitaires à l'époque. Directement dans les rues. Voilà, et donc c'était des affiches publicitaires qui étaient peintes à la main et leurs galeries ont pignon sur rue, leurs galeries, leurs ateliers. Donc ça fait vraiment, vraiment partie d'un quotidien. C'est une culture. Merci beaucoup. Ben alors donc à voir si vous passez par Bruxelles, hein, comme on dit, ne manquez pas ça. C'est tout, c'est au Musée Beaux-Arts de Bruxelles. Musée Beaux-Arts de Beaux-Arts, B-O-Z-A-R. Hein. Exactement, et c'est jusqu'au 22 janvier. Évidemment, en bon français. Avec un S. Sur Internet, Olivia du Web, elle a trouvé une application sur quelque chose qui nous concerne tous. En tout cas, bon, ceux qui se lèvent très tôt. Surtout nous. Voilà. Et alors, c'est une application sur quoi? Quelle est cette activité que nous pratiquons tous? C'est une nouvelle chaîne Internet entièrement dédiée à la sieste. Voilà. Elle s'appelle Netflix, jeu de mots, avec la célèbre plateforme vidéo. C'est la Siesta Vidéo Plateforme. Oui, parce que nap en anglais, ça veut Nap, dire c'est sieste. Voilà, exactement. Cette chaîne, elle a tout juste une semaine. Et alors, au programme, des vidéos jugées soporifiques. Alors, il y a quoi? Il y a des cours, il y a des cours de physique quantique, il y a des vidéos de pluie, du curling, des documentaires sur la vie des pandas roux, des débats sur la robotique, voilà. Parce que l'ennui, tout le monde ne le trouve pas dans les mêmes sujets. Il y a même des courses de Formule 1, il y en a quand même pas. Il y a certaines chroniques de Télématin qui Voilà. sont aussi, il me semble. J'ai vu 2-3 chroniques à base de son. Voilà. Il y a de la méditation avec des bougies. L'idée, c'est que chacun y trouve sa dose d'ennui. Les deux créateurs cherchent à trouver dans les contenus une certaine monotonie, une répétition sonore et visuelle qui est susceptible de nous conduire à la somnolence. L'histoire ne dit pas si ça fonctionne, mais en tout cas, les curieux sont nombreux. Il y a des milliers de personnes qui vont sur napflix.fr. En tant que télématinaux, pour nous, l'art de la sieste est évidemment sacré, donc on ne peut qu'approuver. C'est important. C'est Mais certain. cela dit, c'est pas forcé que... Moi, je vois par exemple une vidéo sur Tetris, je suis capable de ne pas m'endormir du tout. Hein. Non, mais c'est pour ça que c'est varié. Il y a des varié. sujets que vous avez peut-être trouvé soporifiques et puis qui ne sont pas pour moi. Hein. Et puis évidemment, bien entendu, les chroniques de Télématin ne sont pas Évidemment. dans ce... Hein. Ça, Allez, jamais. Alex, Mais vous pouvez faire dernier des jour, suggestions. Il faudra passer à la compta. Hein. Encore Oui, non, bah, je sais, ça fait déjà Toute la plusieurs fois semaine, cette je année. passe à la Et à la fin, quand même, il va falloir... Hein. Et puis, ça va faire beaucoup parce qu'il coûte très très cher, Alex. Ça coûte très, très cher. Dites-moi, Olivia, est-ce que vous avez vu, vous, une vidéo qui vous a particulièrement inspiré dans Netflix? Ah non, mais la sieste? Oui. Non. Pour faire la sieste, la pluie, ça peut être pas mal, qui tombe aussi des vidéos d'insectes ou de végétaux en train de pousser. Ça peut, voilà, pas que ce soit ennuyeux, mais ça peut conduire à une certaine somnolence parce que ça provoque une certaine détente. Voilà, donc bah oui, les végétaux qui poussent. C'est la fin du monde moderne tel qu'on le connaît, je pense. Hein. Vous voyez, ça commence comme ça, c'est un petit truc. Bah, c'est et ça. d'un seul coup, voilà, Et c'est on l'effet se retrouve- domino. Bah oui. Et plus personne bosse, Bah non. et c'est la fin du monde. Et on se retrouve à regarder des feuilles qui poussent. Ouais, tout doucement. Alors qu'on ne sait plus d'ailleurs faire pousser une feuille dans un vrai potager. Bravo, c'est magnifique, c'est le monde moderne. Ben nous, on continue bien sûr et on passe par la météo. Merci beaucoup Olivia. Avec l'actualité du spectacle vivant et Jean-Philippe Viau, ce sont les vacances scolaires, donc vous vous demandez qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants. Vous aimez le cirque? Vous aimez la comédie? Vous aimerez peut-être la circomédie, c'est ce qu'on vous le souhaite.
Oui, tout à fait. Une bonne partie des arts du spectacle vivant se retrouve dans cette superbe et originale histoire que ses auteurs Jean-Jacques Thibault pour le texte, Julien Valespy pour les musiques et Alex Good pour la mise en scène ont collégialement appelé Cirque-comédie musicale. Timéo en est le titre. Cette création tout à fait novatrice met en avant l'acceptation des différences. Nos rêves sont-ils plus forts que nos handicaps? Eh bien, la réponse est sur la scène du Casino de Paris. Faut absolument y aller, c'est obligé. Je pourrais lui faire dédicacer une photo et peut-être lui demander des conseils pour devenir moi aussi un artiste. C'est hors de question. Mais moi je dis qu'une vie sans rêve, c'est comme un arbre sans racines. C'est l'histoire d'un jeune ado en situation de handicap, il est en fauteuil et il rêve de devenir une star du cirque. Et évidemment, toute sa famille pense qu'il n'y arrivera jamais. Et du coup, il va sécher les cours et il va aller voir le cirque Diabolo qui s'installe en ville et de se faire accepter un petit peu par ce milieu du cirque et de vivre un peu son rêve. Sans scène, le spectacle est foutu. Ne sert pas de balancier. C'est quelqu'un qui veut montrer à tout le monde qu'être différent c'est normal. Et c'est quelqu'un de passionné, un grand rêveur et c'est ça qui est beau aussi chez lui. Il rebondit toujours, il a toujours cet élan de niaque qui revient à chaque fois. Ça ne vous suffit pas de me harceler toute la journée au lycée? Foutez-moi la paix! Puisque vous êtes un grand magicien, faites disparaître mon fauteuil et mon handicap. Hein? Avec les cracheurs de feu, jongleurs, clowns, trapézistes, dresseurs de fauves, fakirs et autres artistes, Timéo espère un monde où les gens changent de regard au lieu de changer de trottoir. Tordre le cou aux préjugés, il sait qu'ensemble, avec passion et volonté, c'est possible. Chacun a ses points forts et ses points faibles. Ok. Respect. Ce que j'explique souvent, c'est que moi j'ai un tremblement essentiel, du coup c'est vraiment une approche de comédien, plus que d'oublier quelque chose. Je n'ai jamais vécu vraiment comme un handicap. Je me suis dit dès le début, je veux qu'en sortant de là, les gens disent à tous, c'est un incroyable spectacle. Et pas qu'ils disent, c'est un incroyable spectacle sur le handicap. L'oublier, en même temps, ça permet d'en prendre conscience et de se dire, attends, mais je viens de voir un spectacle sur le handicap et j'y ai pas pensé en fait. Melody Swan a disparu. Les guerriers. En fait, chaque numéro de cirque est également chanté par les performeurs. Ils ont eu 1 an de formation. Tous les chanteurs ont appris à faire du cirque et les circassiens ont appris à chanter. Et qui fait que les gens, quand ils sortent, en ont plein les yeux. On est tous des artistes. On est tous des artistes, des artistes. Il y a du merveilleux, de l'émotion, du suspense et surtout une énorme générosité dans cette histoire universelle qui nous concerne tous. Plus qu'un simple musical showbizien, Timéo apporte avec force un évident message clair et engagé qui sonne juste. Eh bien oui, la différence fait partie de la normalité du quotidien. La preuve est ici dans ce spectacle plein de vie, d'espoir, de respect et surtout d'humanité. Tous ceux qui gardent au fond d'eux une âme d'enfant n'auront donc aucun mal à applaudir la troupe de ce lumineux et sincère Timéo. Voilà, bon spectacle à tous, à très bientôt. Merci Jean-Philippe. Voilà de quoi occuper les petits et les grands pendant ces vacances. On va maintenant passer... La revue de presse, c'est Tintin. Tintin, il n'y en a pas? Non, Tintin de Hergé. Ah oui, c'est un sujet très connu. Mais là, c'est un angle moins connu. Si je vous parle effectivement de Tintin et d'Hergé, vous avez l'impression de connaître ça par cœur. Eh bien non, car voici dans l'hebdomadaire Stratégie, un article intitulé Hergé, objectif pub. Car oui, le père de Tintin était aussi un publicitaire, surtout au début de sa carrière, quand Tintin n'était pas encore l'immense succès que c'est devenu. Hergé faisait de l'illustration publicitaire. Alors vous allez voir, c'est vraiment le tout début. Illustration par exemple pour des concours avec ces personnages. Ah non, c'est pas ce que j'ai demandé, c'est pas grave. Alors il y a dans des albums, il y a des fausses publicités comme le fameux whisky, mais ce que vous voyez à côté, c'est une illustration qu'il avait faite pour le sujet de couverture, pour la couverture d'une revue sur le camping dans les années 30. Et on voit déjà la ligne claire, vous avez vu comme tout est bien, vraiment la typo, etc. Et c'était dans les années 30, donc c'est un dessin très moderne pour les années 30. Ah ouais. Là, ce que vous voyez, c'est un peu plus près de nous. Une célèbre marque de margarine dans les années 70-80 avait fait une publicité sur base de Tintin. Mais j'aime beaucoup ce qui est à droite, l'image en orangé et noir. C'est très graphique. C'est quoi, vrai? On est dans les années 30 à nouveau. Vous voyez, ça aussi, c'est une revue. Il fait un dessin très stylique,
pour une revue de l'époque. Très stylique. Oui, stylique. Oh, c'est ça pas se dit. La stylique, stylique. c'est-à-dire que si je parlais franglais, je dirais le design. Ah, d'accord. Et le mot français pour le design, c'est la stylique. Vous voyez, c'est très très beau. Alors pourquoi je vous parle de ça? Donc c'est dans l'hebdomadaire Stratégie, mais c'est surtout parce qu'il y a en ce moment une grande exposition sur Hergé et sur Tintin au Grand Palais à Paris. Donc allez-y, allez-y. Et La Croix, on va voir un article dans le journal. La Croix nous signale que tous les soirs, non, on ne le voit pas, si le voici, nous signale que tous les soirs en ce moment à la radio, vous avez les aventures de Tintin, mais qui sont jouées par des comédiens de la Comédie Française en l'occurrence, les bonnes ondes du Lotus Bleu. C'est tous les soirs. Ce soir, c'est le Lotus Bleu, comme vous le dit l'article. Donc rendez-vous à la radio, 20h30, France Culture. Je passe à une autre exposition que celle sur Tintin, exposition toujours, c'est dans le journal Les Échos cette fois-ci. Si vous aimez, est-ce que vous aimez Bernard Buffet? C'est un art assez particulier. Voilà. Le problème, c'est le débat. Est-ce que vous aimez Bernard Buffet? Eh ben non, la réponse vous est n'aimez non. pas Bernard Buffet? Mais bon, c'est le clown de Bernard Buffet, il est dans Les Bronzés. Quand, vous vous souvenez, quand Junio il arrive dans son appartement, il dit je vais mettre, il met le clown de Bernard Buffet. Donc oui, vous aimez Bernard Buffet? Non, je ne le prononcerai pas, mais en tout cas, pas grave. Voilà, on a fait une très très bonne publicité pour cette exposition. On n'a pas l'article du journal Les Échos, mais sachez qu'il y a en ce moment au musée d'art moderne de la mairie de Paris, donc au Palais de Tokyo, une exposition sur Bernard Buffet. Vous pourrez vous faire une idée. Vous savez, alors comme on n'a pas l'image, ce sont ces clowns effectivement avec des visages très durs, souvent dans des tons gris. Voilà. C'est jusqu'en février au Palais de Tokyo. Alors, est-ce qu'on a l'image suivante qui est dans le Figaro? On l'a pas. On n'a plus rien. On arrête dans ces cas. On n'a plus rien. On arrête exactement, et puis tout va bien. Comment ça? On me dit je n'imite pas du tout Moby, mais si. Oh, c'est un mélange de Mireille Mathieu et Nana Mouskouri et de Moby en même temps. Mais alors nous allons parler de Moby. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a la sortie aux éditions du Seuil de sa biographie et il y a aussi son nouvel album. Et donc Alex Jaffray s'est dit tiens, parlons de Moby. Non, je cherchais un prétexte depuis qu'on fait cette petite leçon d'Alex, là où j'explique en studio les petits trucs. Je cherchais un prétexte pour parler justement de ce disque qu'on vient d'entendre, qui date de 99, qui a été un carton absolu, quasiment 10 millions d'albums vendus dans le monde, l'album Play, qui est l'album de la renaissance de Moby, parce que faut savoir que Moby, pour resituer un peu le contexte, dans les années 90, bon, DJ, new-yorkais, machin, tout ça, puis sa carrière, elle périclite, elle patine un peu dans la semoule, et puis d'un seul coup, il a l'excellente idée d'aller chercher ces extraits de voix un peu gospel et de les habiller avec une sorte de truc électropop machin, et d'un seul coup ça devient un carton avec cet album Play. Album, c'est pour vous raconter, il y a 18 titres sur cet album, les 18 titres ont été utilisés en publicité. Ça s'est jamais vu dans le... Voilà, les 18 ont été ce qu'on appelle synchronisés, utilisés avec plein de marques différentes, les 18 titres. C'est la preuve que c'était vraiment quelque chose. Voilà, dans l'air du temps. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai été vous rechercher les extraits originaux. Alors il y en a qui sont très connus, vous allez voir, il y en a qui sont un petit peu moins connus. Retrouvons quelqu'un que j'aime beaucoup et qui présente avec assez d'élégance. On parle souvent de Moby, mais rarement d'Alan Lomax. Savez-vous qui est Alan Lomax? Non? Moi non plus. Bonsoir. Mais si je sais qui c'est une blague. Oh, Alan Lomax est un ethnomusicologue qui, dans la première partie du XXe siècle, a été enregistré aux États-Unis, puis après dans le reste du monde des voix. C'était sa passion. Avec son petit magnétophone, il traversait des champs de coton, il allait enregistrer des gens comme par exemple Vera Hall en 1937. Et ça donne ceci. Voilà un enregistrement, ça s'appelle un field recording, c'est-à-dire qu'il a enregistré ça dans les champs avec son petit magnéto. Et qui l'a utilisé? Bah évidemment Moby avec la chanson Natural Blues. Et Moby se dit, il n'y aurait pas un filon un peu à creuser? Et dans les mêmes field recording, il trouve quoi? Bessie Jones, qui a enregistré en 1958 cette voix-là. Un petit piano, une petite rythmique et hop, un tube. S'est-il arrêté là? Non. Parce que pour son enregistrement Find My Baby, il a été chercher un titre de Roland Hayes de 1959 qui s'appelle Joe Lee's Rock. Ça devrait vous dire quelque chose. Écoutez bien, on a le pied du gars qui tape par terre. Et ses potes qui sont dans la cuisine. Et alors, à la sauce Moby, ça donne quoi? Ça donne ça. Toujours plus fort, toujours plus incroyable. Mais qu'est-ce que Moby nous prépare pour la sortie de Porcelaine? Eh bien, il arrête avec les chants, les field recording et tout ça, et il se dirige vers la musique de film. Hop,
dans les années 60 avec Ernest Gold qui a signé la musique d'un film qui s'appelle Exodus, film d'Otto Preminger. Mais pour l'instant, on va écouter Porcelaine, des fois que vous ne l'ayez pas écouté déjà 150 millions de fois. C'est bon, vous l'avez dans l'oreille? Hop, direction Ernest Gold avec la musique d'Exodus. Écoutez, ce sont des traits de cordes comme ça, avec violon, alto et cello, violoncelle, ça donne ceci. Bien net. Vous ne me voyez pas venir. On prend ces cordes, on les met à l'envers et ça donne quoi? Eh oui, le fond de sauce de Moby, c'est ça. Et si jamais vous aviez un mini doute, ce qui me ferait un petit peu de peine, mais bon, ça arrive parfois, hein, je vous ai mis Moby et Ernest Gold. Ça donne quoi? Ça donne ceci. Moby et Gold. C'est tout pareil. Bon, en tout cas, il nous aura fait marrer, hein, Moby, comme une baleine. Moby. Oh si, Fabrice, c'est drôle, c'est drôle. Tu te marres jamais, mais vannes aussi. Si, je vous rassure. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous dites oui, c'est un horrible voleur, soit vous criez au génie. Ah, c'est ça le lancement. Je parlais. Non, c'est pas un lancement. C'est pas un lancement, mais c'est par rapport à Moby. Mais non, mais de toute manière, c'est rien de secret, rien de se perd, tout ça. C'est un peu ça. Lavoisier. Non, mais la bonne idée, voilà, c'est le principe du recyclage. C'est un peu comme la poubelle avec les 3 couleurs. C'est pareil. Non, mais ce qui est génial, c'est que je ne sais plus. J'avais lu l'histoire et je n'ai pas assez de temps pour la raconter. Mais comment ces voix enregistrées par Alan Lomax sont arrivées jusqu'à Moby? C'est ça qui est fascinant. Et ce qui est encore plus fascinant, si vous allez sur les internets, c'est aller chercher justement qui est Alan Lomax. Et qui son fils qui a pris la relève derrière son père pour aller enregistrer ses voix partout aux États-Unis et à travers le monde. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'écouter ces voix, écouter les originaux, parce qu'il y a ceux qu'on connaît parce qu'ils ont été utilisés par Moby ou autres, et puis il y a tous les autres. C'est fascinant de se dire, les grains de voix, les types, la façon de chanter, etc. Et c'est génial. Quand vous écoutez Véraoul, la première, vous entendez quasiment son frigo qui se met en marche dans les films. Parce que vous disiez avec le pied, voilà, etc. Le gars arrive, il enregistre, et il y a du bruit derrière, Bon, donc on est d'accord qu'on est plutôt, on crie au génie plutôt que de dire que c'est un copieur. Cryogénie, c'est quand on refroidit les gens, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est quand on les met dans de la glace et ils sont cryogéniques. C'est tout à fait ça. Non, voilà, c'est bien, on est en dans ce cas-là, oui. Voilà. Merci beaucoup, Alex. Alors, vous êtes un petit peu fatigué, vous manquez d'énergie, les jours raccourcissent. On a une solution pour vous. Cette solution, c'est la micro-algue. Alors, qu'est-ce qu'une micro-algue et quels sont ses bienfaits? Eh bien, la réponse est avec Christelle Balestrero. Bonjour, Christelle. Bonjour, et surtout celle qui nous intéresse aujourd'hui, la spiruline. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que c'est vrai qu'elle fait l'actualité, mais elle existe depuis 3 milliards d'années. Non. 3 milliards d'années, vous imaginez, sauf que c'est que depuis quelques années que l'on se passionne réellement pour cette micro-algue. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a environ 800 études qui planchent sur le sujet. C'est vous dire à quel point les scientifiques commencent vraiment à se passionner. Alors, pour résumer, eh bien, c'est un aliment qui est très riche en fer, en protéines et en caroténoïdes. Les caroténoïdes, c'est ce qu'on retrouve aussi dans les carottes, par exemple, ce sont des pigments antioxydants qui sont très, très, très puissants, qui permettent de limiter l'oxydation, la rouille de nos cellules. D'ailleurs, il faut savoir que la spiruline est utilisée pour limiter la malnutrition dans certains pays. Et il y a des ONG qui apprennent à développer les cultures locales de spiruline. Alors évidemment, elle a tout pour nous plaire. Comment l'utiliser et quelles sont ses fonctions? Voici les explications du nutritionniste Frédéric Dera-Carrière. La spiruline, c'est une microalgue. En fait, elle est appelée aussi donc cyanobactérie, puisque c'est un organisme très ancien qui vit dans des lacs naturels sur toute la planète, des lacs alcalins et légèrement saumâtres. Alors la spiruline, cette petite algue bleue alimentaire, a fait l'objet d'environ 800 publications scientifiques depuis une dizaine d'années. Premièrement, la spiruline n'est pas un complément alimentaire, c'est un aliment. La teneur en protéines, par exemple, est 3 fois plus riche que la viande. Second point, la spiruline est utilisée pour la lutte contre la malnutrition. Des ONG encouragent des programmes de culture locale de spiruline dans les pays en développement pour compenser des régimes alimentaires trop pauvres, notamment en magnésium et en vitamine B12. Troisième point, la
la spiruline est considérée actuellement comme un aliment fonctionnel avec des propriétés nutritives absolument hors normes, des activités de neuroprotection, des activités anti-cancer et anti-inflammatoires ont été documentées. Une revue internationale de biochimie vient de publier un article montrant que la spiruline peut freiner l'inflammation de la cellule du foie associée à des régimes trop riches en lipides, trop riches en graisse. Donc concrètement, la spiruline devrait être consommée assez régulièrement sous forme de paillettes ou sous forme fraîche. Par contre, attention aux eaux de culture. Comme toutes les algues, la spiruline peut fixer les métaux lourds. Donc je pense qu'il faut absolument favoriser la filière française des spiruliniers. Donc en France, des producteurs ont été chercher ces souches sur ces fameux lacs alcalins. Nous les avons isolés à l'aide de chercheurs. Et ainsi, nous les mettons en culture dans des bassins sous serre, puisqu'elle est microscopique, il faut la protéger et la cultiver aussi avec de la chaleur. La croissance de la spiruline est très très rapide, donc on va récolter quotidiennement une sorte de crème sur le bassin que l'on va filtrer, et puis ensuite tellement filtrée qu'on va avoir une pâte. Cette pâte, elle va être mise en forme en spaghetti pour être ensuite séchée à basse température, ça c'est très très important pour préserver ses qualités. Les spaghettis issus du séchage sont simplement légèrement brisés, ça fait des petits vermicelles comme des petits vermicelles tout verts, et ensuite on va pouvoir les parsemer sur les aliments. On aura de la spiruline pure que l'on peut consommer dans son alimentation quotidienne. Miam, miam, miam. Dites-moi, où est-ce qu'on peut se procurer cette spiruline? Alors, c'est important d'avoir une production qui respecte certains cahiers des charges. Pourquoi? Parce que il faut qu'elle soit élevée, récoltée, séchée dans de bonnes conditions. Pourquoi? On a des productions françaises, parce que, par exemple, on sait que les algues, elles absorbent les métaux lourds, comme par exemple l'arsenic, le plomb. Donc, il faut vraiment qu'on respecte de bonnes conditions de récolte, d'élevage, etc. Et puis aussi, il faut savoir que quand elle est montée à température, le process de fabrication pour pouvoir après la déshydrater. Voilà, si ce process n'est pas correct et que la température augmente trop rapidement, eh bien, on peut avoir une détérioration conséquente de ces micronutriments, en particulier les caroténoïdes dont nous avons entendu parler. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut faire, par exemple, confiance. En France, on sait faire. Made in France. Alors, allons vers des productions françaises. Alors, dites-moi, Christelle, qui peut consommer la spiruline? Je peux donner à ma fille, à ma mère? Alors, il faut faire attention aux doses. Donc, il faut, en général, c'est bien respecté, c'est bien indiqué sur l'emballage. Il faut commencer par des petites doses. On commence par 1 gramme par jour. Et puis après, on peut aller jusqu'à 5 grammes. On étale ça sur plusieurs semaines. Il faut faire attention. Il y a des contre-indications pour ceux qui souffrent d'un excès de fer. Donc là, il faut voir avec son médecin. La ferritinine ou je sais plus quoi. Oui, la ferritinine avec l'hémochromatose, c'est une maladie. Voilà, là, ces gens-là doivent faire très attention. Et quand on a des problèmes de coagulation avec un excès de vitamine K, là, dans ces cas-là aussi, il faut évidemment demander à son médecin. Mais tout le monde peut en prendre. Et puis de façon régulière, de cure de 2 ou 3 mois, et c'est vrai que ça nous... Est-ce que c'est comme l'huile de foie de morue, c'est-à-dire quand tu reprends ta spiruline, mon petit, c'est très bon pour ta santé, ça. C'est comme ça que vous prenez l'huile de foie de morue. Bon, alors vous avez raison, c'est particulier. En paillettes dans l'alimentation, comme ça réparti, c'est pas très bon. Merci. Bon, donc vous allez bien aller.